Tout a commencé en 1943. C'est cette nuit-là que nous avons été arrêtés vers 3 heures du matin par la Feldgendarmerie. Ils sont venus bruyamment nous réveiller en sursaut. Nous étions apeurés, nous les enfants, nous nous demandions ce qui nous arrivait. Nous avons grimpé en vitesse dans des camions militaires. Comme Lily Rosenberg, des centaines de milliers d'enfants et d'adolescents ont été raflés puis déportés. En France, d'après les travaux de Serge Klarsfeld, on dénombre 11 000 enfants de moins de 16 ans arrêtés parce que juifs. Seulement quelques dizaines sont revenus. D'autre part, de nombreux adolescents ont également été déportés pour s'être opposés au nazisme. Nous, adolescents libres, nous ne pouvons nous imaginer cette captivité. Nous nous posons donc beaucoup de questions quant à cet enfermement. Comment le vivaient-ils? Comment se déroulait leur journée? Comment survivaient-ils à cet enfer? De plus, nous nous sommes également interrogés sur le retour à la vie normale pour les quelques survivants. Comment ont-ils réussi à reprendre goût à la vie après ces terribles événements? Enfin, il nous semblait important de savoir si les conditions de vie des enfants et des adolescents s'étaient améliorées durant les conflits. Par le biais de témoignages, d'archives et de documents, nous tenterons donc de répondre au sujet du concours national de la résistance et de la déportation 2009, des enfants et des adolescents dans le système concentrationnaire nazi. En Allemagne, le 30 janvier 1933, Hitler est élu chancelier. Peu à peu, il instaure un régime autocratique qui bafoue les libertés individuelles. Tous les opposants sont envoyés dans les camps de travail. Le premier est ouvert à Dachau en 1933. Par ailleurs, les nazis mirent en place une politique eugéniste dès 1935 avec les lois de Nuremberg. Toute personne non aryenne comme les juifs, les tziganes, les handicapés, les asociaux, les témoins de Jéhovah étaient mis au banc de la société. Après l'armistice de juin 1940, le régime de Vichy se mit à collaborer avec l'occupant. Ainsi, plus de 76 000 juifs furent arrêtés lors de grandes rafles comme celle du Veldiv. À travers le témoignage de Liliane Rosenberg, nous pourrons connaître le sort des enfants et des adolescents dans les camps de concentration. Lily est née le 15 septembre 1932 à Croix, dans une famille juive hongroise. À Roubaix, dès 1940, Lily et sa famille doivent se cacher chez le curé. Puis, dans la nuit du 27 au 28 octobre 1943, la Feldgendarmerie arrête Lily, ses frères et parents. Ensuite, ils sont enfermés jusqu'à fin décembre dans les prisons de Los, de Malines et de Bruxelles. Puis un jour, l'on nous a menés dans une gare et puis l'on parlait vaguement de déportation. Pour nous, enfants, ça ne signifiait pas grand-chose. Maman et les 3 petits-enfants avons grimpé dans des wagons à bestiaux. C'est toujours de cette façon-là que voyageaient les déportés. Sur ces wagons, il était inscrit contenant 8 chevaux et nous étions une centaine de déportés. Nous nous demandions ce qu'on allait faire de nous, où allait-on nous mener et pour quelle raison. Nous, enfants, nous l'ignorions encore à ce moment-là. Nous avons voyagé 4-5 jours de la sorte, sans manger, sans boire. Nous sommes arrivés un matin, au petit matin, dans un lieu sinistre, dans lequel se trouvaient de nombreux blocs. Nous avons appris par la suite, très rapidement, que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes qui se nomme Ravensbrück. Schnell, los, il y avait les SS qui nous attendaient avec leurs chiens, leurs féroces chiens. à l'arrivée dans les camps d'extermination, les personnes sont triées selon leur force physique extérieure. Les enfants sont par conséquent de suite envoyés dans les chambres à gaz. Pareillement pour les adolescents qui ne semblaient pas assez musclés pour travailler. Dans les camps de concentration, les SS procèdent à une visite pseudo-médicale destinée à intimider et à éliminer les personnes trop faibles pour servir le Reich.
une visite ignoble. Je m'en souviendrai toujours. Nous devions rapidement tous nous mettre nus. Vous vous rendez compte, jamais à cette époque-là nous n'avions vu maman nue. Et pour elle, c'était aussi une grande humiliation. Nous sommes passés les uns derrière les autres dans cette guérite. Et suprême humiliation, il a fallu écarter les jambes, se pencher vers l'avant. Et ce SS, avec une lampe de poche, nous éclairait par-dessous pour voir si nous n'avions rien de valeur ou de bijoux cachés. C'était la grande humiliation que je n'oublierai jamais non plus de ma vie. Et puis, nous nous sommes précipités au Vacheron. L'on nous a tondus, rasés, nous étions méconnaissables. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, la robe grise, rayée, bleu, gris. Et puis ensuite, l'on nous a distribué nos matricules. Le mien était le 25 612. Ce chiffre-là, il fallait le connaître par cœur, en français et en allemand, parce qu'à partir de ce moment-là, nous n'étions plus des êtres humains normaux, nous étions plus que ces numéros. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était par le chiffre 25 612 qu'il fallait connaître, aussi en allemand, sinon nous recevions des coups de schlag. L'attribution de ce matricule marque une étape dans la déshumanisation. Ensuite, les déportés découvrent avec effroi les blocs qui vont leur servir d'habitation tout au long de leur captivité. Un bloc est un immense espace, un immense bloc en bois. Il y avait les chalis que l'on voit dans les films. Souvent, nous couchions à 2 ou même à 3, tête bêche. Ces chalis à 3 étages, n'est-ce pas? Donc, au bas du chalit, maman couchait avec mon tout petit frère, André, et je couchais dans le chalit d'à côté avec mon autre frère Robert. Nous, les enfants, nous menions la vie de tous les autres déportés. La sirène retentissait à 3h30 du matin. C'était très tôt. À ce moment-là, c'était la bousculade. Tout le monde se précipitait au Vacheron, l'endroit où l'on faisait un brin de toilette. Mais maman tenait tellement à ce que nous fassions notre toilette. C'est une question de dignité, nous disait-elle. C'est très important. Elle nous réveillait une demi-heure avant les autres afin que nous puissions faire cette toilette. C'était indispensable. Après cette toilette, l'on nous distribuait un jus infâme, un ersatz de café, mais qui avait parfois l'avantage d'être chaud. En plein hiver, il fait tellement froid en Allemagne, la température descendait jusqu'à -10, -20, parfois même -30 degrés. Nous nous grenotions sous nos petites robes rayées, nous n'avions pas de pull, bien entendu. Et il fallait courir à l'appel. L'appel durait des heures et des heures, parce que les SS nous comptaient, nous recomptaient. Le chiffre ne tombait jamais très exactement, parce que pendant la nuit, certaines personnes malades étaient trop malades pour pouvoir se lever, aller à l'appel, qui était indispensable pour tous, et d'autres même mouraient pendant la nuit, ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille, et inlassablement les SS comptaient un endroit à l'envers d'un côté de l'autre jusqu'à ce qu'ils trouvent l'explication de cet effectif-là. Et nous, pendant ce temps-là, nous devions nous tenir debout 5 par 5 et très très difficile parce que nous avions tellement peur de ces SS qui passaient entre les rangs avec leurs chiens féroces. Il fallait se tenir très droit. Nous ne pouvions même pas avoir ce petit geste de nous reposer sur une jambe ou sur l'autre, parce que si l'on avait le malheur de dépasser du rang, eh bien le SS aussitôt lançait ses chiens à nos trousses. Il nous mordait cruellement au mollet. Après cet appel, les adolescents ayant une force suffisante sont réquisitionnés pour l'Arbeit. Les journées de travail duraient plus de 12 heures dans des conditions épouvantables.
Ils travaillent sur de multiples chantiers, travaux de canalisation, d'installation de canaux, de voies de chemin de fer, de routes, le creusement de fossés. C'était de la main-d'œuvre gratuite qui servait l'effort de guerre allemand. Pour ces adolescents, il était très difficile de tenir le coup. Ils passaient en effet d'une vie paisible à une vie misérable, condamnés aux travaux forcés jusqu'à ce qu'ils ne meurent ou qu'on ne les élimine. De plus, les capots humilient injustement les détenus. Certains sont tabassés selon l'humeur des capots. Voici par exemple leur réaction lorsqu'une déportée demanda de l'eau pour Stella, assoiffée qui avait 10 ans à Auschwitz. De l'eau? Tu vas en avoir tout de suite de l'eau. Je ne compris pas pourquoi elles se mettaient soudain à rire comme des folles. Hennissant de plaisir, elles l'attrapèrent par les cheveux et la forcèrent à se mettre à genoux sur un tabouret. Elles commencèrent alors à lui tondre la tête, ainsi que toutes les autres parties du corps sur lesquelles poussent des poils. Après cela, elles prirent un torchon ruisselant d'eau dans un seau et le firent claquer à plusieurs reprises sur son visage et sur sa tête rasée. Alors, satisfaite? Elle riait à gorge déployée. En ce qui concerne les enfants, ils étaient traités comme des adultes. Aucun traitement favorable ne leur était accordé. Il fallait qu'ils se fassent tout petits, éviter le moindre écart de conduite, ne pas se faire remarquer ou attiser la colère d'un capot. Ils passaient la journée à ne rien faire, dormir, déambuler entre les chalets. La journée était monotone, triste. Nous n'avions qu'un seul désir, c'était de voir réapparaître maman. Donc toute la journée, nous traînions notre vie jusqu'à son retour. Nous ne sortions pas dans le camp. La peur des chiens, la peur des SS, donc nous restions confinés l'hiver et l'été, si peu sortir juste au pied de notre bloc, mais nous étions de petits vieux, mais attristés et apeurés, menant une vie monotone. Et nos pauvres jeux, ce n'étaient plus des jeux, nous étions des petits vieux avant l'âge. Nos divertissements consistaient à tuer nos poux, tant nous étions remplis de vermine. Plus nous en tuions, plus il en renaissait. Et ces poux donnaient d'affreuses croûtes, d'affreux furoncles. Donc nous nous amusions également à ôter les croûtes de nos furoncles. De nombreux cas d'abus sexuels furent également dénombrés chez les mineurs. Parce que bien souvent, les SS en profitaient pour emmener les enfants hors du camp. Et ces pauvres petits êtres, on ne les revoyait jamais. Aussi, certains docteurs expérimentaient leurs vaccins en inoculant des maladies aux enfants juifs et tziganes, qui étaient donc leurs cobayes. À Auschwitz-Birkenau, le docteur Mengele, passionné par les jumeaux, offrait à ceux-ci des bonbons pour les amadouer et ensuite leur injecter des substances chimiques pour voir leur réaction. Le pire, selon Olga Lengel, infirmière à Birkenau, c'est que la science n'y trouvait aucun profit pour cette simple raison que le produit injecté n'offrait aucune espèce d'intérêt. Par ailleurs, la nourriture était infâme et largement insuffisante. Et puis nous mangions si mal, nous avions si peu à manger. Le matin, je vous ai dit, simplement un jus infâme, parfois un morceau de pain, mais pas toujours un pain bien noir, bien dur. Le midi, nous mangions du rutabaga. Et puis, les déportés qui amenaient les gamelles lourdes, ou surnager quelques rutabagas, c'est surtout de l'eau qu'il y avait dans ces bidons. Mais ces bidons étaient très lourds, le sol inégal, donc parfois ces pauvres femmes trébuchaient sur le sol. Et j'ai vu, de mes propres yeux, le bidon se renversant et les déportés se mettant à genoux à plat ventre, laper la nourriture à même le sol, comme les chiens, comme des bêtes, tant nous étions affamés. Le soir, nous mangions très peu, à nouveau, un morceau de pain, parfois un morceau de käse, un fromage bien dur qui n'avait aucun goût, en somme. L'on peut dire, sans exagération, que tous les déportés crevaient de faim dans les camps. Certains se positionnaient en fin de file volontairement, espérant obtenir les dernières louchées réputées pour être les plus épaisses. Aussi, les jeunes Ukrainiens avalaient d'un coup leur soupe pour tenter d'obtenir une seconde ration.
À ce grand manque de nourriture s'ajoute la peur. La peur est en effet le fléau principal de leur détention. Être si précocement confronté aux cadavres, à la mort, terrorise littéralement les enfants. Les SS ont en effet le droit de vie ou de mort sur chaque détenu. À tout moment, les enfants peuvent donc être gazés ou tués par balle. Et surtout, c'était l'angoisse permanente. La faim était terrible, mais surtout la peur. Ça, j'ai toujours, et mes frères également, tous les enfants avaient une peur atroce de ces SS qui étaient terrifiants, avec leur uniforme, leurs armes. Ils étaient effrayants, et puis d'une brutalité. Pour un oui, pour un non, ils frappaient. Donc ce qu'il fallait, c'était surtout savoir esquiver les coups, savoir se cacher. Nous étions terrorisés et souvent cachés. Comme je vous le disais, nous ne sortions pas de nos blocs à peine pendant tous ces mois, de peur de rencontrer ces nazis épouvantables et leurs chiens, leurs féroces chiens, qui jusqu'à ces jours présents me hantent. Surtout la nuit, j'avais très peur, parce que les nuits étaient atroces. Les nuits, on entendait les toux des tuberculeux, on entendait les râles des mourants, on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. Ah, j'en garde un souvenir pénible. Lily avait surtout très peur d'une soviétique amputée de ses 2 jambes. Et cela m'impressionnait énormément de la voir se déplacer sur ses moignons avec ses mains, elle sautillait. C'était terrible, j'en avais une peur bleue. La nuit, je n'osais m'endormir de peur qu'elle s'approche de moi. Vous voyez comme c'est ridicule, alors que c'était une jeune fille douce et belle, mais son infirmité m'impressionnait beaucoup. Dans les camps de concentration, les jeunes sont également confrontés aux cadavres, aux odeurs funestes des fours crématoires. Dans ce camp, comme je vous le disais, les cadavres jonchaient le sol partout. C'était effrayant, ces monceaux de cadavres. Chaque jour, des charrettes en bois passaient. Ces charrettes, je me le représente encore, avec 4 montants en bois. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile. Et donc, les déportés valides qui étaient affectés à cette tâche ramassaient les cadavres, les mettaient sur cette charrette qui, en roulant, l'on s'apercevait, les rideaux se soulevaient et l'on voyait apparaître ici un crâne, un bras, une jambe. C'était effrayant, effrayant, effrayant la quantité de morts qu'il y a. J'ai vu tant de morts, et c'est curieux. J'ai encore plus peur de la mort qu'auparavant. J'aurais dû être blindée par cette vue. Eh bien, c'est l'inverse qui se produit. J'ai une peur atroce de la mort. Donc, ces déportés, après avoir ramassé ces cadavres, allaient les déverser dans d'énormes fossés qui avaient été creusés tout autour du camp. Ces personnes déversaient donc ces corps qui étaient arrosés d'essence. L'on y mettait le feu. Et c'était une odeur épouvantable qui régnait dans le camp. Le bloc des folles dans le camp était également très effrayant. Nous y passions quelquefois devant, très rarement parce qu'on osait sortir, mais lorsque l'on ne pouvait faire autrement, on passait devant ce bloc et c'était effrayant parce qu'on voyait ces folles qui tendaient leurs bras décharnés entre les barreaux, qui criaient, qui vociféraient. Ça nous retournait, nous les enfants, on en avait très peur, très peur. Ce sont des visions d'horreur qui restent gravées. Nous étions traumatisés de voir tant de cadavres. Partout où nous regardions, il n'y avait que des morts. Et j'ai même vu de mes propres yeux un petit jeune homme italien, il avait 15, 16, 17 ans peut-être, je ne saurais le dire, mais il était
face à mes yeux. Et puis sa sœur, il couchait avec sa sœur s'est assoupie et moi je regardais justement dans sa direction et j'ai vu à plusieurs reprises ses yeux qui se sont ouverts puis refermés et puis refermés définitivement. Et à ce moment-là, un liquide noirâtre s'est répandu sous lui. Il avait cessé de vivre. Le plus dur dans la déportation n'est pas la souffrance physique mais morale. Ida Greenspan, déportée juive à Auschwitz, à 14 ans écrivait d'ailleurs. La souffrance nous minait de façon plus complexe. Elle s'amplifiait à force d'humiliations accumulées. Les latrines collectives, le froid, la faim, les dégradations. On ne s'habitue pas à faire ce besoin devant tout le monde, à ne pas se laver, à sentir mauvais, à être insulté du matin au soir. Les déportés vivaient donc au jour le jour, la peur au ventre, et sans savoir de quoi sera fait le lendemain, car les SS n'informaient jamais les détenus. Jamais les SS ne nous mettaient au courant de quoi que ce soit. Nous n'étions qu'un nombre sans grande valeur et il était inutile de nous mettre au courant de leurs intentions. Nous subissions. Mais nous n'avons jamais compris pour quelle raison tant de haine. Pourquoi tant de haine? Nous nous sentions tellement innocents, nous n'avions rien commis, nous ne comprenions pas. Pour survivre à ces atroces journées, les déportés étaient très solidaires entre eux. Certains n'hésitaient pas à se sacrifier pour venir en aide aux plus jeunes. Marcel Petit affirmait en effet que « La solidarité a joué un rôle important dans ma survie. En tant que jeune, j'en ai vraiment bénéficié. Un bout de pain, une cuillerée de soupe en plus. Allez, prends, tu es jeune, tu dois vivre. » C'est grâce à cette solidarité que des détenus ont réussi à cacher des enfants destinés à mourir comme le petit Joshua Zweig, le plus jeune survivant de Buchenwald. Ravensbrück était un camp réservé aux femmes. Ainsi, plusieurs d'entre elles y sont arrivées enceintes. Elles ne bénéficiaient d'aucune distinction et travaillaient jusqu'au terme de leur grossesse. Avant 42, elles accouchaient à l'hôpital de Tremplin, mais après 42, les femmes étaient obligées d'avorter dans des conditions précaires et le fœtus était brûlé. Puis, dès 43, les femmes accouchaient et le nouveau-né était étranglé ou noyé sous les yeux de la mère. C'est en 44 que sont créés les Kinderzimmer, chambres d'enfants. Les conditions de vie étaient insupportables. Seuls 2 biberons étaient donnés pour une 50aine de nourrissons. Les bébés n'étaient changés que tous les 2 ou 3 jours. C'est pourquoi leur corps était brûlé par l'urine. De plus, les dortoirs étaient noirs de monde. Il en mourait chaque jour de faim, de diarrhée ou de pneumonie. Il y eut plus de 800 naissances dénombrées à Ravensbrück. Malgré l'immense solidarité des détenus qui confectionnaient des vêtements, partageaient leurs repas, seuls quelques enfants ont survécu à cet enfer. Sa mère Alberte Ducatel, fervente résistante, l'avait en effet appelée Nelly France Jeanne Victoire. Ida Greenspan définit son jeune âge comme un avantage pour la survie. Mon jeune âge a été un atout. À 14, 15 ans, l'instinct de vivre est plus puissant que quelques années après. Avec inconscience, on s'accroche. Sa survie, Lily l'attribue à la présence de sa maman. Ce qui nous a aidés, nous, à survivre, d'abord et surtout, avant tout, c'est la présence de maman. Un enfant avec sa maman, eh bien, c'est ce qui peut aider réellement, parce que nous ne pouvions concevoir la vie sans elle, tout comme elle n'avait qu'un seul but, nous protéger. Donc elle ne vivait, elle résistait au coup, elle résistait à tout pour nous protéger. Et quant à nous, de l'avoir si proche, eh bien, ça nous aidait quelque part. Et je l'attribue à cela. Et puis aussi, sa façon de nous parler, de nous donner un regain de dignité. Il fallait faire sa toilette, il fallait qu'on ait un air humain, que l'on nous rabaisse pas au niveau
d'un matricule, d'un bannière. Non, elle nous inculquait sa force. Maman était une petite femme dynamique et c'est elle qui a permis que nous en réchappions de cet enfer. Pour Léon Ziegel, la dignité était également quelque chose d'important. C'était un combat de tous les jours. Il fallait avant tout ne pas se laisser aller, conserver sa dignité, essayer de faire les gestes de la vie quotidienne, se débarbouiller le matin avec de l'eau glacée et sans savon, trouver un bout de ficelle pour tenir le pantalon, parler aux autres. La solidarité a beaucoup joué dans la survie de Lily. Nous nous arrangions pour nous, du peu que nous recevions, nous partagions encore avec d'autres déportés plus mal que nous. Donc vous voyez, il y a eu de l'entraide. Et puis l'entraide, ce n'est pas toujours de la nourriture, un bon mot, un sourire, un bras sur nos épaules. Eh bien ça réconfortait un enfant dans un camp. Pour nous, c'est aussi de l'entraide. Et c'était indispensable pour tenir le coup. Le sourire d'un copain, une histoire qu'on se raconte, un menu gastronomique qu'on invente ensemble et qui nous fait saliver, ce furent des moments précieux dans notre vie misérable. Souligne aussi Marcel Petit. Yvonne Abbas était aussi très solidaire avec les plus faibles, dont les adolescents. Ça mourait d'épuisement, le manque d'alimentation, le typhus, la tuberculose, et sans soins. Il fallait donc beaucoup d'amitié entre nous pour, disons, à la personne qui faiblissait un peu, dire, tu vas voir, c'est nous qui avons gagné la guerre. On était convaincus qu'on allait gagner cette guerre. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Il fallait, en plus de soi-même, être fort, mais aider ceux qui étaient un peu plus faibles, moralement. Parce que quand une femme disait « j'en ai assez », il fallait veiller à cela pour qu'elle ne se laisse pas aller jusque par l'épuisement. Parce que c'est quand même dur de vivre dans ces lieux, disons, par l'humiliation que nous faisaient subir ces SS, les femmes SS, les chiens dressés contre nous. Il y avait tout ça, et les privations, la fatigue, l'amaigrissement. Alors il fallait tenir, quoi. Il fallait donc les plus fortes devaient encourager les plus faibles. Ainsi, Léon Ziegel affirme d'ailleurs que Sans la solidarité entre détenus, nous n'aurions pas pu survivre, c'est certain. de plus, certaines déportées essayaient de faire évader les enfants par le chant. Notre Stubova Majenka, très douce femme qui avait un grand cœur et qui souffrait de voir ses petits-enfants dans des camps, dans des conditions aussi atroces, essayait d'atténuer notre sort. Elle avait une voix très douce et elle nous apprenait des petits chants de son pays. Elle demandait aux enfants de chanter dans leur langue. Pasla, ovečki, zelenem haječku, pasla, ovečki, sedem tese, ja na ní dupi dupi dup, ona zas cupi cupi cup, ovem ovečki, sebem tese. Kotki dva, šariburi obidva, nic nie będą robiły, tylko Lili babiły. Les Françaises chantaient, les résistantes, nous avions composé une chanson sur l'air de Gardien de Camargue que chantait Charles Trenet. C'était « On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés, on mange de rutabaga à midi, on mange de choux aussi, on soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et SS qui vient nous voir chaque soir, SS, ah quel rasoir, à cause de toi nous restons debout, à tomber sur nos genoux. De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici, De Gaulle, je t'en supplie. Si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Aussi, pour essayer de remonter le moral des enfants, Martha Desrumeaux, arrêtée parce que résistante, allait trouver les personnes recevant des colis.
Et Martha allait les trouver, essayer d'en extraire quelques morceaux de sucre ou de biscuits ou des bonbons qu'elle s'empressait de venir donner aux enfants. C'était rare, bien entendu, mais quel geste magnifique de sa part. Yvonne Abbas a survécu en pensant à sa vie future, lorsqu'elle aura quitté les camps. Mais la discussion qui porte, non pas sur la chanson et tout ça, mais surtout de l'avenir. Chacun faisait ses projets d'avenir. Vous vous projetiez, vous étiez déjà persuadé que vous sortirez. Comment? Vous étiez déjà persuadé que vous sortirez un jour ou l'autre. Ah oui, on était tous, celles qui étaient là, on était persuadés, c'était ça qui tenait le moral, persuadés qu'on avait confiance à l'extérieur, c'est-à-dire aux partisans et aux armées alliées. Parce que quand même, dans le ciel, là, il y avait des avions et tout ça qui se battaient. Hein. Ça, on en était témoins, n'est-ce pas? Même si cela a été très difficile, certaines déportées survivaient en écrivant. Voici par exemple un poème plein de pacifisme et de tolérance, écrite par Rita à l'âge de 13 ans. Au lieu de se battre entre eux, les hommes ne feraient-ils pas mieux de s'aimer et de s'unir, et de la guerre en finir? Ne sommes-nous pas tous frères? N'avons-nous pas tous le même père? Juifs ou chrétiens, protestants ou païens, on devrait s'aimer bien. Thérésine était le seul camp où le dessin, la musique, les loisirs étaient autorisés. C'était un camp qui servait à tromper les émissaires de la Croix-Rouge. Cependant, les 15 000 jeunes qui ont été internés sont ensuite morts dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Des épidémies comme le typhus ou la dysenterie ravagèrent les camps. Pour les soigner, les déportés disposaient d'une infirmerie, mais il leur était fortement déconseillé de s'y rendre, car outre les expériences pseudo-médicales, des maladies étaient volontairement inoculées à des enfants. Il y avait dans ces camps aussi ce qu'on appelle des révires. Révires, c'est l'infirmerie. Alors, on dit aussi, on laisse passer le mot d'ordre, dans un révire infirmerie, c'est-à-dire que vous n'êtes mal, et il n'y a même pas quelques cachets d'aspirine pour vous soigner, c'est le contraire. C'est plutôt le contraire, faire mourir. Alors on dit aux copines, n'y allez pas, vous savez très bien qu'il n'y a rien pour soigner, même une rage de dents. Une rage de dents, c'est quelque chose de banal, mais il n'y a rien pour soigner. Une rage de dents, il n'y a rien pour soigner. Quand vous avez la colique, la diarrhée, il n'y a rien. Quand on vous donne des potages qui vous rendent dans un état de diarrhétique, parce que c'est l'alimentation comme ça, et il n'y a rien non plus pour que vous soyez propre. Des jeunes filles ont aussi subi des injections vaginales. Ces actions étaient planifiées pour perturber et semer encore plus le trouble dans l'esprit de ces innocentes personnes. Lily et sa famille furent transportés au camp de Bergen-Belsen début 1945, car l'armée allemande perdit du terrain face aux avancées alliées. Bergen-Belsen était encore plus atroce que Ravensbrück. Je vous le disais, nous étions arrivés dans le camp de Bergen-Belsen, un terrible camp. Tout nous paraissait plus douloureux, plus terrible encore. Et puis les journées se passaient de la sorte, péniblement. Mais un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats anglais. Nous avions appris ce jour-là que nous étions libérés. Le camp de Bergen-Belsen venait d'être libéré le 15 avril 1945 dans l'inconscience générale. Puis ensuite, les Anglais ont distribué de la nourriture. Je me souviens de ces énormes pains de campagne, de grands pains, de sucre, de riz. Mais nous étions si affaiblis, si malades, que nous ne pouvions manger. Et puis vous savez, ce qui nous a réellement sauvés, eh bien c'était justement de ne pouvoir manger. Parce que certains déportés, affamés, se sont jetés sur la nourriture. Et au moment de la libération, il y eut des milliers et des milliers de victimes. Parce que toutes ces personnes étant restées si longtemps, des mois et des mois, sans manger ou à peine, il fallait réapprendre tout doucement à manger, tout doucement, un peu plus chaque jour. Et
en se jetant gloutonnement sur la nourriture, c'était leur faim, ça les a perdus, ils sont morts aussitôt. Nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Ensuite, ils se sont organisés, les Anglais, pour que nous rentrions tous dans nos pays. Ce n'était pas une mince affaire, il y avait tant de nationalités différentes dans ce camp. Et le fameux jour du départ du camp est arrivé. Nous sommes arrivés tant bien que mal dans une gare. L'on nous a fait grimper dans des wagons à bestiaux, toujours des wagons, mais propres cette fois-là, propres, avec de la paille fraîche. Et le voyage du retour a commencé. Il fut bien long parce que les routes étaient bombardées et puis le train avançait très lentement. Et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour dormir un peu, pour nous nourrir. Et nous reprenions la route le lendemain. Après un arrêt à Bruxelles, le train arriva à Paris. Et l'on nous a menés à l'hôtel Lutetia, où la plupart des déportés sont passés. Je me souviens de la liesse énorme qu'il y avait à Lutetia. Les parents étaient avertis du retour des déportés et chacun venait avec la photo de son déporté agrandi et puis le nom du déporté inscrit sur des panneaux, nous demandant si nous les reconnaîtrions. Au passage, c'était la liesse et de scènes de grand bonheur lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés. C'était de la grande joie. Les personnes riaient, pleuraient tout à la fois. Ce fut bien émouvant. Tout ce remue-ménage a duré toute la journée. Pratiquement tout le monde était reparti. Et nous étions là, seuls. Personne, bien entendu, n'était venu nous accueillir. Nous étions réellement tout seuls, tristes, heureux, bien sûr, heureux d'être libérés, et cependant tristes à la fois. Tristes parce que nous ne savions pas si maman vivait encore. Nous l'avions quittée dans un tel état. Nous ne savions plus depuis 2 ans où était papa. Nous n'avions jamais eu de ces nouvelles. Donc, nous étions tristes et heureux à la fois. À la libération des camps, les médecins volontaires qui les prirent en charge sont heurtés à des enfants comparables à des cadavres vivants, le regard hagard et livide, encore traumatisés par leurs conditions de détention. Leur jeunesse leur a été volée. On n'en trouve plus la joie et l'insouciance que traduisent les traits du visage d'un enfant. Par exemple, voici ce que cette déportée fit lorsqu'on lui demanda de dessiner sa maison. À l'âge de 15 ans, Thomas Geve dessine en 1945 après la libération d'Auschwitz. Il retranscrit ses atroces souvenirs sur papier pour exorciser sa déportation. Ensuite, Lily et ses frères se décidèrent à rentrer dans le Nord. Donc nous avons repris le train pour venir à Roubaix, pour rentrer. Nous avons retrouvé la maison, mais dans quel état! C'était incroyable. Il n'y avait plus rien dans la maison. Tout avait été pillé, jusqu'au papier de tapisserie qui était déchiré. Plus rien. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous sommes libres, maintenant la vie va reprendre. Mais comment allons-nous faire face à cette situation? Et c'est à ce moment-là que nos voisins qui n'étaient pas bien riches, ont eu un geste exceptionnel. Ils sont tous venus avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils pouvaient. L'un a ramené un matelas, un autre une table, puis des chaises, puis de la nourriture, puis de la vaisselle. Vous savez, chez nous, tout était hétéroclite, un vrai bric-à-brac. Mais tout cela avait été offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Témoigner ne fut pas facile après ces mois passés, car on ne voulait pas croire ce qu'ils avaient vécu dans les camps. Les adultes pensaient également que ces jeunes devaient passer à autre chose, oublier l'enfer des camps pour enfin se tourner vers l'avenir.
Vous savez, à ce moment-là, les déportés ne témoignaient pas beaucoup. Nous étions tous bloqués, traumatisés par ce que nous venions de vivre. Et nous nous disions surtout, personne ne va croire ce que nous racontons. C'est tellement abominable qu'on ne nous croira pas. Et donc, nous nous sommes abstenus d'en parler. Cependant, avec les négationnistes qui ont surgi, avec ces personnes abominables qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, nous avons repris des forces, nous avons décidé de témoigner à ce moment-là, parce qu'il fallait que tout le monde, et surtout les jeunes, sachent ce qui s'était passé pendant la guerre. Nous ne pouvions laisser passer cela sous silence. Et c'est comme cela que nous avons débarré nos témoignages, lentement mais sûrement. Et encore actuellement, je témoigne énormément dans tous les lycées et collèges, même les petites classes, je témoigne. Vous savez, ce n'est pas facile de témoigner. Et c'est réellement une épreuve parce que nous ne pouvons quitter ce passé. Par moments, je suis fatiguée et je voudrais dire stop, on tire un trait et puis maintenant je veux vivre sans... Je ne dis pas oublier parce qu'oublier nous ne le pourrons jamais, mais vivre. Et ce n'est pas possible. Il faut envers et contre tout que je continue de témoigner. C'est devenu une mission parce que les jeunes, comme je vous le disais, doivent savoir. Et les jeunes doivent apprendre aussi que nous sommes tous égaux, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman. Est-ce que nous ne sommes pas avant tout des êtres humains tous ? Donc, il faut que les jeunes aient de la tolérance. J'ai foi en la jeunesse. La jeunesse, eh bien, est notre relais. C'est eux qui, lorsque nous n'y serons plus, parleront de toute cette période qu'il ne faut jamais oublier. Et c'est pour cela aussi que je témoigne, pour que tous ces jeunes en parlent autour d'eux, en parlent en famille, et puis quand ce sera nécessaire, si malheureusement ça l'était, eh bien qu'ils puissent réagir, ne pas laisser se commettre tant d'ignominies. Et je témoignerai tant que je le pourrai, parce que je pense maintenant que c'est œuvre utile. En conséquence de ces dramatiques événements qui ont directement visé les enfants, une législation réaffirmant leurs droits fut adoptée le 20 novembre 1959 par l'ONU. 30 années plus tard, la Convention internationale des droits de l'enfant est ratifiée en 1989. Cependant, elle s'avère être inappliquée dans de nombreux États. Chaque jour, des enfants sont enrôlés comme soldats. Vos parents sont faibles. Rien que des pêcheurs. Rien que des fermiers. Ils n'ont rien fait que sucer le sang de ce pays. Mais vous êtes les héros qui sauveront cette nation. L'enfance est terminée. Vous êtes des hommes. On dénombre aujourd'hui 300 000 enfants soldats dans une quarantaine d'États, pourtant mandataires de l'ONU, dont 120 000 en Afrique. On peut citer l'Angola, l'Ouganda, le Congo, mais aussi la Birmanie, le Sri Lanka, le Cambodge de Pol Pot, ou encore en Afghanistan étant sous l'emprise des talibans. Avant les attaques, ils sont drogués pour qu'ils soient insensibles à la peur et à la violence. Ils servent de démineurs, d'espions dans les conflits. 40% des enfants soldats sont des filles, elles servent notamment d'esclaves sexuels. Le 20 novembre 2009, l'anniversaire de ces deux déclarations des droits de l'enfant nous laisseront donc un goût d'inachevé dans la construction de la liberté des enfants dans le monde. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres de
depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été.